Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Nous sommes le vendredi 2 août, voici les titres de cette édition. La fin du traité emblématique de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Il avait été conclu à la fin de la guerre froide entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. L'inquiétude en Angleterre, le barrage de Whalley Bridge au sud-est de Manchester menace de céder. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Dans l'actualité également, les suites de l'affaire Steve Maia Caniço en France. Les conclusions de l'enquête ont été rendues publiques, mais plusieurs zones d'ombre demeurent. Et puis une finale 100% anglaise dirigée par une Française. Stéphanie Frappard arbitrera la Supercoupe d'Europe. Elle est la première femme à diriger une rencontre majeure de football masculin. Après 6 mois de dialogue de sourds et d'accusations réciproques de violation, les États-Unis et la Russie ont acté la fin du traité emblématique de désarmement INF. Les précisions de Johan Jametta d'Angelo. Il est l'un des textes qui a permis la fin de la guerre froide. Le traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a expiré ce vendredi. Les États-Unis et la Russie ont tous les deux déclaré officiellement la mort du traité. Nous veillerons également à ce que notre force de dissuasion nucléaire demeure sûre, sécurisée et efficace. Nos alliés demeurent fermement attachés à la préservation d'une maîtrise internationale efficace du désarmement et de la non-prolifération. Nous ne reproduirons pas ce que fait la Russie. Nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements. Ce traité, signé en 1987 par le président américain de l'époque, Ronald Reagan, et son homologue soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, avait mis fin à la crise des euromissiles, l'un des épisodes les plus tendus de la guerre froide. Mais début février, Washington avait pris l'initiative de suspendre sa participation au traité, accusant Moscou de fabriquer des missiles non conformes. Ce qu'il faut préciser, c'est que les États-Unis constatent que la Chine progresse très rapidement et qu'aucun traité ne limite actuellement son développement nucléaire. Ce que les États-Unis ont donc dit, c'est que puisque la Russie a déjà rendu le traité caduc, alors il faut un traité plus large avec un plus grand nombre de pays concernés, afin d'obtenir un cadre nucléaire plus multilatéral et qui limiterait le développement des armes. De son côté, Moscou nie toute violation du traité et accuse Washington de chercher un prétexte pour se retirer de l'accord. Les États-Unis ont par ailleurs rappelé que le renouvellement d'un traité de réduction des armes nucléaires en 2021 ne serait pas automatique. Si ce dernier texte n'est pas maintenu à l'avenir, aucun cadre juridique ne limiterait alors les grandes puissances nucléaires du monde. L'Angleterre retient son souffle. Le barrage de Whalley Bridge au sud-est de Manchester menace de céder. Une partie de son tablier s'est effondrée après les fortes pluies de ces derniers jours. On fait le point avec Olivier Péguy. Le balai des hélicoptères qui se relaient pour consolider ce barrage qui menace de céder. Nous sommes à Whalley Bridge, près de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Et les plus abondantes de ces derniers jours ont fragilisé le barrage qui surplombe la ville. Par précaution, les autorités ont appelé les habitants à évacuer. Nous avons pris cette décision d'évacuer car la sécurité de la population est notre priorité. Le pire scénario que nous voulons évidemment éviter serait d'échouer. Nous sommes à un moment critique et il va nous falloir encore un peu plus de temps pour sortir de cette phase critique. Ce serait quoi un échec ? En cas de défaillance du déversoir, le barrage ne pourra plus retenir toute l'eau. Donc on s'emploie à réduire le niveau d'eau pour éviter que le barrage ne cède. Pour tenter d'alléger la pression sur le barrage, des retenues d'eau ont été libérées par des canaux voisins. Les 6500 habitants qui ont été évacués ce jeudi ont passé la nuit dans une école et dans un gymnase à l'écart. On leur a dit que cela pourrait durer plusieurs jours. Ils ont donc été priés de prendre les affaires, les médicaments dont ils ont besoin. Les équipes de secours travaillent d'arrache-pied pour faire face à cette situation. L'armée a également été mise à contribution. Pour l'heure, les autorités n'excluent aucun scénario face à une situation inédite. Ce barrage qui domine la ville a été construit au 19e siècle et plusieurs fois consolidé depuis. Il retient plus d'1 million de tonnes d'eau.
Restons outre-Manche avec le premier revers électoral de Boris Johnson. Les conservateurs ont perdu un siège lors d'une élection partielle au Pays de Galles. Le nouveau Premier ministre britannique voit sa majorité parlementaire réduite à son plus strict minimum. Sophie Samaï. Je déclare que Jane Dodds est dûment élue membre du Parlement de la dite circonscription. Sous les applaudissements, la candidate pro-européenne savoure sa victoire. Elle vient de remporter le siège de la circonscription de Brecon contre un candidat conservateur, ramenant la faible majorité parlementaire de Boris Johnson à seulement une voix. Et la gagnante du jour compte bien le rappeler au nouveau Premier ministre. Ma toute première action, en tant que députée, quand j'arriverai à Westminster, sera de trouver Boris Johnson où qu'il se cache et lui dire haut et fort « Arrêtez de jouer avec l'avenir de nos communautés et écartez un Brexit sans accord ». Cette défaite fragilise le tout nouveau gouvernement qui vient pourtant d'annoncer le doublement de son budget annuel pour un Brexit sans accord, soit 2,1 milliards de livres supplémentaires. Les députés britanniques, eux, ont déjà majoritairement voté contre un Brexit sans accord. L'Open Arms, l'Ocean Viking et l'Alan Kurdi, ces 3 navires humanitaires sont bloqués en Méditerranée entre la Tunisie et Malte. À leur bord, 164 migrants qui attendent de pouvoir débarquer. Les précisions de Johan Jameta d'Angelo. Ils sont désormais 3 navires à sillonner les eaux de la Méditerranée pour partir au secours des migrants. 2 d'entre eux se trouvent actuellement coincés entre la Tunisie et Malte. Le bateau humanitaire Open Arms qui a secouru dans la nuit de jeudi à vendredi 69 migrants au large de la Libye. Quelques kilomètres plus au nord, près de l'île italienne de Lampedusa, le navire Alan Kurdi avec 40 personnes à son bord est en quête d'un port pour débarquer. Mais le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a déjà signé un arrêté pour leur interdire l'accès aux eaux territoriales de son pays. Le 3e navire, l'Ocean Viking, est affrété par les associations SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, 2 ONG qui avaient déjà envoyé en mer l'Aquarius avant d'être définitivement immobilisés l'an dernier. En tout, vendredi après-midi, ce sont 164 migrants qui se trouvent à bord de navires de sauvetage et qui attendent de pouvoir débarquer. Venons-en à l'affaire Steve Maya Canisso en France. Le corps du jeune homme de 24 ans a été retrouvé lundi noyé dans la Loire. Il avait disparu le soir de la fête de la musique après une opération de police controversée. Les derniers développements de ce dossier aux multiples zones d'ombre avec Sophie Samaï. Le rendez-vous est fixé à 13h ce samedi, mais le rassemblement en mémoire de Steve pourrait bien ne pas avoir lieu. Jeudi soir, la préfecture de Nantes a interdit toute manifestation dans le centre-ville. En cause, la mention d'un rassemblement contre les violences policières qui fait craindre violence et débordements aux autorités. Beaucoup veulent savoir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit du 21 juin sur le quai Wilson et de nombreuses zones d'ombre demeurent. Alors que les conclusions de l'enquête de l'IGPN ont été rendues publiques le 30 juillet, nos confrères de Mediapart ont pointé du doigt plusieurs incohérences. À commencer par l'absence de ce témoignage, dans lequel Romain, présent sur les lieux ce soir-là, raconte les jets de lacrymogènes ayant selon lui entraîné chute et malaise. Plus troublant, la police n'aurait pas auditionné le responsable de l'unité de CRS et stipule qu'il n'y a eu ni charge ni usage disproportionné des gaz lacrymogènes. Pourtant, un policier témoigne auprès de Mediapart que 33 grenades lacrymogènes et 10 grenades de désencerclement ont bien été utilisées en moins de 20 minutes. Des révélations qui ont soulevé de nombreuses critiques et moqueries. Mercredi, un hashtag selon IGPN est apparu sur les réseaux sociaux, ironisant sur l'objectivité de l'institution. On l'a dit, exigeante et discrète. À 35 ans, Stéphanie Frappart arbitrera la Super Coupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. Ce sera le 14 août à Istanbul. Elle devient ainsi la première femme à diriger une rencontre majeure de football masculin. Olivier Peggy. La Française Stéphanie Frappart franchit un nouveau palier dans sa déjà brillante carrière d'arbitre. Elle a été choisie pour diriger la finale de la Super Coupe d'Europe qui opposera Liverpool et Arsenal. Le match aura lieu le 14 août en Turquie. C'est la première fois qu'une femme est ainsi désignée pour arbitrer une rencontre majeure de football masculin.
Pour autant, Stéphanie Frappart a déjà l'habitude du très haut niveau. C'est elle qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde féminine début juillet entre les États-Unis et les Pays-Bas. Mais c'était du foot féminin, me direz-vous, certes, mais chez les hommes, Stéphanie Frappart a aussi fait ses preuves. Elle a longtemps officié en Ligue 2 avant de faire ses débuts sur les pelouses de Ligue 1 au printemps. Désormais, elle sera en permanence dans l'élite du foot français. Et manifestement, à l'avenir, les grands matchs européens, elle ne se contentera pas de les regarder à la télé. Allez, on termine ce journal avec un duo mythique, Al Pacino et Robert De Niro, de nouveau ensemble à l'écran. Ils sont à l'affiche de The Irishman, le prochain film du réalisateur italo-américain Martin Scorsese. I heard you paint houses. Al Pacino et Robert De Niro à nouveau réunis grâce à Martin Scorsese. Dans The Irishman, gangsters et politiques se côtoient dans l'Amérique mafieuse des années 70. Dans ce film basé sur une histoire réelle, Al Pacino incarne un syndicaliste aux activités douteuses qui disparaît mystérieusement. You can't miss the big picture. Face à lui, on retrouve un Robert De Niro rajeuni numériquement, qui incarne un autre syndicaliste accusé d'avoir exécuté le premier. The Irishman sera présenté le 27 septembre au Festival du film de New York, avant une sortie mondiale sur Netflix cet automne. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, pour l'information, vous retrouverez Guillaume Petit. Je vous souhaite un très bel été. À bientôt.